Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les déclarations récentes de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Un moment politique assez électrique, on peut dire. Oui, bonjour. Le contexte est tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un Premier ministre, François Bayrou, qui doit demander la confiance à l'Assemblée. C'est ça, et ça arrive juste après les élections européennes, avec une atmosphère pleine d'incertitudes. Absolument. Alors, notre idée, c'est de décrypter un peu leur stratégie, leur message, dans ce moment charnière, à partir de leur conférence de presse. On va regarder de près comment ils se positionnent, notamment face à cette idée de dissolution de l'Assemblée. Oui, une dissolution qu'ils semblent presque espérer, ou du moins pour laquelle ils se disent prêts. On va aussi analyser leurs critiques, très fortes, contre le gouvernement. Et comment ils essayent de se construire comme l'alternative principale? Saisir un peu les points clés de leur discours, quoi. Exactement, saisir les articulations fines de ce discours à un moment qui pourrait être décisif. Alors, allons-y. Ce qui frappe d'abord, c'est vraiment cette insistance sur l'imprévisible. Ah oui, Ils parlent très ouvertement d'une dissolution possible de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Pour eux, c'est une conséquence directe du vote aux européennes. oui, une sorte de désaveu de sa politique selon leur lecture. Et face à ça, leur message c'est On est prêt. oui, et ils ne font pas que le dire, ils essayent de le prouver. Jordan Bardella, par exemple, il avance un chiffre. Lequel? 85% de leurs candidats pour d'éventuelles législatives seraient déjà investis. C'est précis. 85%. C'est pas anodin comme chiffre lancé comme ça? Non, bien sûr que non. Ça vise à montrer une image d'organisation, de sérieux, peut-être aussi à mettre un peu la pression en disant « Hey, nous, on est opérationnels là, tout de suite ». C'est une façon de projeter une machine déjà en marche. Exactement. Au-delà de rassurer leur propre camp, c'est un signal envoyé à tout le monde. Électeurs, autres partis, regardez, l'alternative est là, elle est organisée. Une manière de tenter de transformer une bonne dynamique électorale en quelque chose de politiquement inévitable. C'est un peu ça, oui. Tenter d'installer cette perception. Et puis il y a cette phrase de Marine Le Pen sur Emmanuel Macron qualifiée d'être irrationnel. C'est fort comme terme. Oui, c'est très fort. Et ça a plusieurs fonctions dans leur discours, je pense. C'est-à-dire, Mais d'abord, ça justifie leur propre état d'alerte permanent. Si l'adversaire est irrationnel, imprévisible, alors il faut être dans les starting blocks tout le temps. d'accord, ça légitime leur posture d'attente armée en quelque sorte. Voilà. Et ensuite, ça délégitime par avance les décisions que pourrait prendre le président. Elles ne seraient pas rationnelles, mais impulsives, déconnectées. Ça cadre l'incertitude actuelle non pas comme une situation politique complexe, mais comme le fait d'un seul homme jugé imprévisible. C'est exactement ça. Une personnalisation assez forte. Bon, venons-en au cœur de leur annonce, ce refus de voter la confiance au gouvernement Bayrou. C'est catégorique. Oui, c'est net. La formule de Le Pen, rien ne nous permet de développer la moindre once de confiance. Mais pourquoi une position si tranchée avant même d'avoir entendu le discours de politique générale de Bayrou? Alors, leur argument principal, c'est une critique de fond sur l'orientation politique qu'ils attribuent à Bayrou, et au-delà de lui, au macronisme. Ils attaquent sur quoi concrètement? Sur l'économie, principalement, ils mettent en avant des chiffres, une hausse supposée de la fiscalité de 20 milliards d'euros, une hausse des dépenses publiques de 30 milliards. Des chiffres qu'ils utilisent pour dire quoi? Pour dire que cette politique va peser très lourd sur les Français qui travaillent. Tout ça sans s'attaquer, selon eux, au vrai problème du gaspillage d'argent public. Donc si je comprends bien, ils ne contestent pas forcément le diagnostic sur l'état des finances. C'est ça. Hmm. Mais plutôt les remèdes proposés par le gouvernement. C'est exactement leur ligne. Marine Le Pen insiste là-dessus. Elle dit « le constat des difficultés budgétaires, tout le monde le connaît, on le partage même. Mais les solutions ne vont pas. » Voilà, c'est là que ça coince pour eux. Ils qualifient ces solutions d'injustes, parce qu'elles toucheraient plus durement certains, et même de toxiques. Toxique. Carrément. Oui, c'est un mot fort. Ça suggère que non seulement ça ne résoudrait rien, mais que ça pourrait même aggraver les choses, empoisonner l'économie, fracturer la société, selon leur vision bien sûr. Cette distinction entre constat partagé et solution toxique, est-ce que c'est juste une posture classique d'opposition ou ça cache une stratégie? C'est sans doute un peu les deux. C'est classique de dire on est d'accord sur le problème, mais pas sur la solution. Mais Mais ici, ça leur permet de se positionner. Pas comme une opposition systématique qui dit non à tout, mais comme une opposition qui aurait une autre vision, plus responsable. en disant vos remèdes sont pires que le mal, en gros. C'est ça. Ils essayent de capter ceux qui sont inquiets pour l'économie, mais méfiants vis-à-vis des solutions gouvernementales.
C'est une façon de refuser la confiance sans paraître juste, obstructionniste. Ils veulent apparaître comme porteurs d'une autre logique, même s'ils ne la détaillent pas forcément à ce moment-là. Tout à fait. Et Marine Le Pen a aussi eu cette formule choc, les 3D, après un interview de Bayrou, je crois. Déni, déconnexion, déresponsabilité. Oui, une formule faite pour marquer les esprits, pour résumer leur critique de l'attitude du gouvernement face aux crises. Et elle critique aussi le bilan législatif, qu'elle juge très mince. 3 projets de loi sur Mayotte en 9 mois, dit-elle. Exactement. Tout ça vise à saper la légitimité de l'action du gouvernement. Non seulement on n'est pas d'accord avec ce qu'ils proposent, mais en plus ils n'ont rien fait. C'est le message. Un gouvernement inefficace, paralysé, indigne de la confiance donc. Voilà la conclusion qu'ils veulent suggérer. Il y a un autre angle d'attaque important pour eux, c'est un thème récurrent, l'immigration. Comment ils l'ont amené dans ce débat sur le budget et la confiance? Ils l'utilisent comme un exemple emblématique de ce qu'ils dénoncent. L'incohérence, les choix idéologiques du gouvernement, selon eux. C'est-à-dire? Leur reproche, c'est « on demande des efforts à tout le monde, dans plein de secteurs, mais… » Mais pas sur l'immigration. C'est ce qu'ils affirment, que le gouvernement refuserait, pour des raisons idéologiques, de chercher des économies substantielles sur ce budget-là. Le Pen trouve ça inadmissible. Ça leur permet de lier la question budgétaire à leur thème favori en suggérant une sorte d'injustice. Exactement. Une forme de deux poids deux mesures dans l'utilisation de l'argent public. C'est un argument qui résonne fort chez leur électorat, et peut-être au-delà. On voit bien comment la critique se construit, c'est très méthodique. Mais il n'y a pas que la critique, il y a aussi l'autre partie du message électoral, se présenter comme l'alternative. Oui, absolument. Bardella qui dit « on est la première force politique française, on a la responsabilité de préparer l'alternance ». Comment ils essayent de rendre ça crédible? D'abord, ils s'appuient énormément sur les derniers résultats électoraux, les européennes surtout. Qu'ils interprètent comme une validation par le peuple. Voilà, une validation de leur statut de première opposition et un désaveu du macronisme. Ensuite, ils se positionnent comme les seuls à vraiment comprendre les Français. Sur quel sujet? Sur les sujets qu'ils jugent clés, pouvoir d'achat, impôts, sécurité, immigration. Ils opposent leur connexion supposée avec le pays réel à la déconnexion qu'ils prêtent au gouvernement. C'est une stratégie assez classique finalement. Oui, capitaliser sur une dynamique électorale pour se projeter en future majorité. Dire « nous, on incarne ce que les gens veulent et que le pouvoir ignore ». Et ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen fait le lien très clairement entre cette bataille actuelle, le vote de confiance, les législatives éventuelles et la présidentielle à venir. Ah oui, c'est explicite. Elle dit que les Français attendent une alternance et qu'ils sont là pour l'incarner. Ce n'est pas juste une réaction à la situation présente, c'est une projection. Tout à fait. C'est une constante dans leur communication. Chaque crise, chaque élection intermédiaire est intégrée dans une histoire plus large qui mène à l'objectif final, la présidentielle. En liant tout ça, elle donne plus de poids à l'enjeu immédiat. Exactement. Elle le présente comme une étape nécessaire vers le grand changement. Ça maintient la mobilisation de la base, ça donne un sens stratégique à chaque action, même tactique. C'est clair comme stratégie. Mais revenons à du concret. Ils ont parlé d'une rencontre prévue avec François Bayrou. Oui. Vu la violence des critiques juste avant, ça peut paraître un peu paradoxal, non? Oui, ça peut surprendre. Mais ils prennent bien soin de cadrer cette rencontre. Comment? Ils disent que c'est juste de la courtoisie républicaine, une façon de montrer qu'ils respectent les institutions, qu'ils ne sont pas dans la rupture totale. D'accord, un respect de forme. Mais, et c'est le point important, ils ajoutent tout de suite « Le Pen l'a dit, on n'en attend strictement rien ». Ah! Donc c'est un double message. Exactement. Ça leur permet de jouer sur les deux tableaux. On est institutionnel, mais on reste opposé sur le fond. Il n'y a rien à négocier. Ça neutralise d'avance toute tentative de récupération de cette rencontre par le gouvernement. C'est plutôt habile comme positionnement. Oui. Et pour les prochaines étapes, pour eux, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont donné un agenda assez précis pour les jours à venir. D'abord, réunion de leur groupe parlementaire avant le vote de confiance, qui est prévu lundi 15h. Après le discours de Bayrou. C'est ça. Marine Le Pen doit aussi prendre la parole dimanche pour sa rentrée parlementaire. Et puis, ils regardent déjà plus loin. C'est-à-dire? Ils parlent de la préparation de leurs universités d'été, les UDT, leur grand raout de rentrée. Ça montre qu'ils se projettent à moyen terme. Et ils ont aussi mentionné autre chose, non? Les municipales. Oui, et c'est intéressant. Ils évoquent déjà la préparation des élections municipales de mars prochain. Les investitures seraient en cours aussi pour ça. C'est assez significatif. Alors que toute l'attention est sur la crise nationale, eux, ils parlent déjà des municipales. Qu'est-ce que ça nous dit?
Ça renforce cette image d'un parti qui pense la conquête du pouvoir à tous les étages, et sur la durée. Ils ne sont pas juste obsédés par Matignon ou l'Élysée. Voilà. Ça montre qu'ils continuent leur travail d'implantation locale, leur stratégie de long terme. Ça peut aussi rassurer leur base. Le parti tourne, on se prépare sur tous les fronts. Peu importe ce qui se passe au sommet, ça projette une image de force, de continuité. D'accord. Bon, si on essaye de résumer les points saillants de ces déclarations analysées. Premièrement, un non clair et net annoncé à l'avance, à la confiance au gouvernement Bayrou. C'est ça. Deuxièmement, une critique très dure de la politique menée, jugée injuste, déconnectée et même dangereuse pour l'économie. Oui, une critique au vitriol. Troisièmement, ils insistent sur leur préparation en cas de législative anticipée, tout en soulignant l'imprévisibilité supposée du président. Prêt. Dans les starting blocks. Et enfin, ils se positionnent très clairement comme la seule alternative crédible, organisée, face au macronisme. C'est une excellente synthèse, oui. Cette conférence de presse, elle dessine vraiment une stratégie très nette dans ce contexte politique, très mouvement, très incertain. Quels sont les objectifs derrière tout ça, selon vous? Ils sont multiples, je pense. D'abord, galvaniser leur propre camp, le consolider. Ensuite, utiliser chaque occasion pour délégitimer le gouvernement, le présenter comme illégible ou nuisible. Et se tenir prêt à bondir. Exactement, se tenir en embuscade, prêt à profiter de la moindre ouverture électorale. La critique est partout, économie, budget, immigration, et même la méthode de gouvernance, accusée de déni, de déconnexion. Et en écoutant tout ça, ça soulève peut-être une question plus large qui dépasse la tactique du moment. Laquelle? C'est lié à ce mot irrationnel utilisé pour le président et à ce fossé qu'ils décrivent comme infranchissable entre leur vision et celle du gouvernement. Pas sur les problèmes, mais sur les remèdes. Oui, ce désaccord radical sur les solutions. Au-delà de savoir s'il y aura dissolution ou pas, qu'est-ce que cette confrontation très dure, cette difficulté à trouver même un langage commun sur les solutions, nous dit sur l'état de notre système politique? C'est une vraie question. Est-ce que c'est le symptôme d'un blocage plus profond, d'une incapacité croissante à trouver les compromis? Ou est-ce que c'est juste une posture un peu extrême dans un moment de tension politique aiguë? Difficile à dire. C'est sans doute une réflexion à continuer, oui. Qu'est-ce que ça présage pour la suite? Quelle que soit l'issue des prochains jours? C'est une question ouverte.